Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir à Puteaux. Merci beaucoup évidemment à Financia pour leur appui, leur soutien sur l'organisation de cet événement. Merci évidemment, monsieur le député, de votre présence ce soir. On va parler aujourd'hui blockchain et cryptoactifs. Et c'est normal puisque vous êtes ici dans le groupe, au sein du groupe Havas. Je dirige Havas Blockchain et sans vous en dire trop pour ne pas vous ennuyer, on accompagne aujourd'hui près d'une cinquantaine de clients, des États, des corporates évidemment, mais également des startups et tout ce qui est écosystémique, poules de minage, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler ce soir. On est beaucoup, on est très motivés sur le sujet et du coup c'est bien normal de vous inviter ce soir pour parler des questions notamment de régulation, mais pas que, et puis de répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les étudiants, merci également à tous nos clients et tout l'écosystème qui est là ce soir. Je te passe la parole, Alfonso, pour dire peut-être 2 mots de Financia. Et puis écoute, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Havas, et plus particulièrement Havas Blockchain, pour nous prêter ces magnifiques locaux. Bon, chez Financia B-School, on est pas mal, mais on n'a pas encore arrivé à ce type de standing, mais grâce à toi, Pierre, sûrement bientôt. Maintenant, être très reconnu sur la blockchain. Je voulais remercier aussi tout l'éditorium, tous ceux qui est présent, entre autres les étudiants, puis aussi les professionnels de la blockchain pour lesquels je reconnais certains. Naturellement, je voulais remercier des gens de la financière d'Uzès, qui est une entreprise dans laquelle je travaille aussi, qui est une première entreprise régulée, qui a fait une ICO, qui pousse beaucoup aussi pour la blockchain, et j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles, entre autres aussi sur le lancement de fonds crypto et autres. En tout cas, on y travaille. Je voulais remercier aussi l'équipe pédagogique qui a créé notre programme qui va ouvrir en septembre sur blockchain data innovation. Voilà, avec Adrien Hubert, qui est notre co-directeur de programme, et qui a déjà, malgré son jeune âge, une longue expérience, puisqu'il travaille une joint venture PSA Santander, entre autres. Et puis l'équipe aussi Smart Chain, voilà, qui nous aide aussi à recruter les meilleurs talents et les meilleurs professeurs en blockchain, parce que c'est une jeune technologie, encore, qui a une dizaine d'années. Voilà, et puis grâce à eux, on va avoir un programme performant de haut niveau pour pouvoir permettre aux entreprises de la blockchain de recruter des jeunes talents. Puis, je voulais aussi remercier précisément Céline Samy, sans qui cette réunion n'aurait pas eu lieu, parce qu'elle a permis de se mettre en relation. Et pour finir, naturellement, Pierre Persson, merci beaucoup de nous accorder ton temps, ton savoir. D'autant plus, c'est une période très bonne, puisque le rapport, entre autres, que tu as mis, est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on l'a lu avec beaucoup d'intérêt, entre autres de passion. On a vu aussi que tu parlais beaucoup, entre autres, d'éducation et de formation. Donc naturellement, on est très sensibilisé à ce point-là, mais pas seulement. Tous les autres points qui peuvent rentrer dans le cadre de la loi Pacte, ou effectivement les réflexions à amener. Donc on est vraiment ravis de pouvoir t'avoir, de t'écouter, et puis de te poser quelques questions. Alors, pas des questions pièges. Alors pas pièges, puisque tu connais, je pense que tu connais bien, tu connais bien, donc tu dois être assez à l'aise. On serait ravis de pouvoir échanger avec ces futurs jeunes talents, et quelques professionnels peut-être qui ont envie d'en savoir un peu plus. En tout cas, encore merci beaucoup à vous deux. Voilà. Allez, pour les membres de l'écosystème blockchain, tu es sans doute devenu en quelques mois un des points d'ancrage, un phare, somme toute l'interlocuteur clé à l'Assemblée nationale en tant que rapporteur de la mission d'information sur les monnaies virtuelles. Dans les médias, tu as été défini parfois comme le jeune loup de la Macronie, le député crypto ou encore le député blockchain. Mais qui êtes-vous ? De votre passé geek, on retiendra, selon vos dires, d'heures passées sur World of Warcraft, une appétence pour Counter-Strike, et on nous a glissé dans l'oreille quelques lancers endiablés organisés dans votre lycée. J'étais nul. Jusqu'ici, rien d'anormal pour un jeune lycéen, mais le virus de la politique et de la vie sociale t'est tombé dessus assez vite, au point que tu t'engages assez rapidement, d'abord pour Ségolène Royal, mais aussi en tant que président de l'UNEF. Mais la vraie révélation, c'est autour de 26 ans avec Emmanuel Macron que tu l'as eu. Tu as créé les JAM, Jeunes avec Macron, devenir très rapidement son conseiller politique pendant la campagne. La suite s'est déroulée de manière presque logique,
cohérente suite à l'élection d'Emmanuel Macron. Tu es devenu le député de la 6e circonscription de Paris en 2017 et déjà les premiers pas à l'Assemblée nationale. Du passé et des passions, tu n'as rien oublié. Le Pierre Persson de 2013, qui parlait déjà de blockchain, mais aussi de Bitcoin, s'entretiendra pendant plus de 10 mois avec plus de 150 acteurs de l'écosystème, un marathon qui va te permettre d'aboutir à la publication du rapport d'information relatif aux monnaies virtuelles, en collaboration bien sûr avec Eric Woerth, afin de devenir un des éléments clés de la loi Pacte et de devenir ensuite la pierre angulaire de l'écosystème blockchain français. Merci beaucoup pour ce soir. On va commencer peut-être par te passer la parole et le micro autour d'une question toute bête, mais d'où te vient la passion pour les sujets blockchain ? C'est une vaste question. En tout cas, merci pour l'invitation, merci à vous pour votre présence. Je suis extrêmement content d'être ici, de voir à la fois des visages jeunes, pas mal de femmes, parce qu'habituellement, c'est vrai que quand je fais des conférences sur le sujet, la parité n'est pas au rendez-vous, et là je crois que visiblement elle l'est, donc je suis ravi. Et je suis extrêmement content aussi d'être présent parmi vous ce soir parce que c'est un sujet qui m'importe énormément, que j'ai découvert comme ça, au détour finalement de l'internet, comme on dit. Et puis je me suis passionné pour le sujet parce que j'ai vite vu le potentiel de la technologie. Pas simplement les applicatifs, mais tout ce que cette technologie pouvait, dans son application, mais bien au-delà de ce qu'on a pu voir, notamment via les cryptoactifs, transformer le monde. On est dans une période complexe. Vous le voyez tous les samedis à Paris. On est dans une période où aujourd'hui on est dans une crise économique et sociale, où on a du mal en tant que puissance économique, 6e puissance économique, à continuer à perdurer, à rayonner. Et on a eu du mal à passer de ces 30 glorieuses, une économie de rattrapage et une économie de l'innovation. Et puis on est aussi dans une phase où aujourd'hui le citoyen ne croit plus, ne se sent plus représenté. La démocratie indirecte est clairement critiquée. La représentativité aujourd'hui, c'est pas la mode, et donc il faut que on travaille à renouveler finalement nos modes de représentativité. Si je vous dis ça, c'est parce que quand je me suis intéressé à la blockchain, c'est pas simplement le Bitcoin, c'est pas simplement la spéculation sur des actifs financiers, c'est tout simplement un outil qui permet de redonner du pouvoir à l'individu. Du pouvoir d'un point de vue démocratique, mais aussi qui permet de supprimer certaines frictions dans les relations humaines, qui permettent de réinjecter de la transparence à certains endroits, notamment par le fait qu'aujourd'hui les registres soient publics. Donc finalement, c'est quelque chose qui va transformer notre société sur beaucoup de plans. À la fois d'un point de vue économique, les banques et les assurances sont très certainement les premiers impactés, mais bon, je pense qu'il y aura toutes les professions réglementées, des notaires aux avocats, mais bien d'autres, des professions médicales qui pourront utiliser la blockchain. Mais il y a aussi la démocratie. Et quand je me positionne en tant que législateur, eh bien, personnellement, je m'interroge toujours sur mon rôle, sur la façon de mieux représenter mes concitoyens, comment est-ce qu'on fait pour que nos concitoyens finalement s'expriment plus souvent, de manière la plus intelligente possible, dans le sens où l'agrégat d'intelligence collective doit en faire quelque chose d'uniforme qui puisse être exploitable. Et on l'a bien vu dans la question du grand débat, quand vous avez une multitude de propositions, parfois ça n'en fait pas une somme audible. Et donc il faut qu'on travaille sur des outils qui permettent de révolutionner la démocratie. Et la blockchain, elle permet tout ça. Elle permet à la fois d'entrevoir une révolution sur l'Internet, une révolution sur des secteurs économiques qui sont structurants pour notre pays, puis une révolution aussi démocratique. Et c'est comme ça que je me suis intéressé finalement à la technologie, pas simplement les premiers applicatifs qui étaient les cryptoactifs, qu'on appelle plutôt, et donc l'application Bitcoin, Ethereum, etc. Allez, on rentre dans le dur. Question toute bête mais naturelle. La France a-t-elle vocation à devenir une crypto-nation ? Un crypto-nation, ça veut dire qu'une nation qui finalement est plutôt optimiste, ou en tout cas qui est ouverte vis-à-vis des cryptoactifs. Je pense que la France a vocation à devenir bien plus que ça. Elle devenir une terre d'accueil pour un écosystème blockchain. Et donc les cryptoactifs sont un applicatif de la blockchain. Mais c'est qu'un applicatif de la blockchain. C'est à la fois, on va dire, la porte d'entrée pour le financement dans l'écosystème blockchain, mais c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'usages qui fonctionneront pas simplement via les cryptoactifs. Donc oui,
Je le souhaite. Après, il faut pas se leurrer. On est en compétition à l'international. J'ai eu l'occasion de voyager récemment en Chine. On voit bien à quelle vitesse aujourd'hui tout ça se développe. Aussi parce qu'il y a des pouvoirs politiques extrêmement forts, parfois pas démocratiques, qui planifient des structurations sur l'intelligence artificielle, sur le développement de la blockchain, et qui vont faire que finalement on va avoir aussi du mal à lutter en France. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous, en gros, la vieille Europe, comme on le dit, s'organise pour être compétitive, et ça s'organise pas simplement à l'échelle de la France. Donc on sera une crypto-nation, en tout cas je le pense, je le veux, mais il faut aussi que l'Europe soit une zone qui soit favorable finalement au développement de cette technologie. Et ça veut dire quoi en 2 mots, être une Europe favorable à ces technologies? Déjà de ne pas en avoir peur. Voilà. C'est-à-dire que derrière la blockchain, très souvent quand on entend les pouvoirs publics, les politiques s'exprimer sur le sujet, on entend souvent Bitcoin, blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Moi, c'est quelque chose que j'ai souhaité directement écarter. Non pas qu'elle n'existe pas, ça n'existe pas. Si, ça existe. D'ailleurs, même les pays asiatiques aujourd'hui essayent de s'en prémunir, et la question du blanchiment est au cœur des régulateurs, des superviseurs chinois, japonais, en tout cas asiatiques. Donc il y a aujourd'hui des sujets sur le volet anti-blanchiment et financement du terrorisme, mais on ne peut pas aborder la question de la technologie sous cet angle négatif ou sous l'angle uniquement des risques. Donc il faut qu'on travaille sur la question des opportunités, et donc une terre d'accueil favorable à la blockchain, ça veut dire finalement comment est-ce qu'on fait pour attirer des capitaux, des cerveaux, qu'on garde nos capitaux et nos cerveaux, et qu'on développe un environnement qui soit attractif pour développer la technologie qu'est la blockchain. Êtes-vous satisfait de la loi Pacte en l'état sur les sujets liés aux cryptoactifs? Forcément. C'est filmé? Oui, je suis plutôt satisfait. Après, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Je suis satisfait, pourquoi? Parce que déjà, d'une part, sur la façon dont on a élaboré ça, et Nadia le sait parce qu'elle a beaucoup travaillé avec moi, mais il y en a d'autres aussi dans cette salle, on a beaucoup travaillé à la fois avec les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, les chercheurs, et on a essayé d'être principalement pragmatique. C'est-à-dire que pas élaborer un beau cadre juridique parce que c'est la mode en France et qu'on aime bien pondre des textes de loi qui sont savants, qui sont bien structurés, mais simplement répondre finalement aux attentes de l'écosystème. Et il y avait pas mal d'attentes. Il y avait beaucoup d'acteurs qui se posaient la question, et puis c'était des éléments qui étaient bloquants parce que pour lesquels il n'y avait pas de réponse. On parlera peut-être de la question fiscale où il y avait une incertitude et une instabilité, la question bancaire, mais il y avait pas mal de questions qui se trouvaient sans réponse. Et donc il a fallu travailler sur ces réponses à apporter. Donc je pense qu'on a levé pas mal de freins. Il en reste encore quelques-uns, il ne faut pas se cacher, hein. Je pense qu'on n'a pas tout solutionné. Et puis on est face aussi à une technologie, et c'est l'accélération des usages, des technologies, qui fait que finalement, on est confronté à une difficulté, c'est que le temps du législatif est très souvent, ou trop souvent, un temps trop long. Quand on parle par exemple de la loi Macron elle a été pensée par Emmanuel Macron en 2014, elle est votée 2016, elle trouve son application quasiment quand moi je rentre à l'Assemblée avec les décrets d'application. Donc vous voyez, 3-4 ans quasiment pour faire rentrer en vigueur une loi, et quand vous regardez la question des blockchains et des cryptoactifs tout simplement, vous voyez que c'est le néolithique 2 ans avant, donc tout a beaucoup changé. Donc sur la question par exemple de Pacte, est-ce que je suis satisfait sur la question des ICO ? Oui, je suis plutôt satisfait, mais quand on voit que finalement aujourd'hui le financement de l'écosystème ne passe plus ou peu par les ICO, ça pose des questions de réactivité. C'est pour ça qu'il faut garder un cadre très souple, adaptif, et il faut laisser aussi les superviseurs pouvoir évoluer assez rapidement parce que le temps du législatif est un temps trop long. Et justement, on parlait de régulation. On va avoir à partir à la fin de la loi Pacte, une fois que tout sera voté, promulgué, etc., un tampon à l'AMF. Qu'est-ce que vous en pensez et à quoi on doit s'attendre en termes post-législatifs d'une certaine manière? Le principe, il est... D'ailleurs, c'est un principe qui est un peu innovant en France, et certains superviseurs s'en sont un peu émus. Dit, mais nous, on n'est pas là pour faire de l'incitatif, on n'est pas là pour faire de l'optionnel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, notre label, vous le demandez si vous le voulez, et ça vous permet d'avoir un label AMF, mais vous n'êtes pas obligé de le demander. Et ça ne vous octroie pas moins de droits.
Finalement, c'est simplement que vous êtes reconnu par l'AMF et ça, vous remplissez certains critères qui, pour vos investisseurs, sont un gage de sécurité, pas de rentabilité du projet, mais de sécurité. Et les superviseurs en France ne sont pas habitués à ce genre de logique. En France, c'est plutôt l'interdiction, la prohibition, et donc le superviseur est chargé finalement de limiter, et pas d'inciter. Et donc le label de l'AMF, j'en suis extrêmement ravi parce que même par rapport au modèle américain, il a de ça innovant qu'on est parti plutôt dans une logique de confiance, où on dit, voilà, le superviseur, il va octroyer un label à un émetteur d'ICO ou un prestataire de service pour permettre de valoriser le projet d'ICO ou le service qui sera offert. Et donc c'est un changement de mentalité en France qu'on n'a pas l'habitude de voir, et en ce sens, je suis plutôt satisfait. Bon, on va rentrer dans le dur du dur, sur le fameux rapport. On va pas demander de le résumer en 5 minutes, ça serait un peu compliqué. Ça serait un peu court. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut en retenir, en gros? Pour ceux d'entre nous qui n'auraient peut-être pas lu toutes les pages, quelles sont les grandes idées qu'il faut en retenir? Alors déjà, on a travaillé sur 3 leviers. Le premier levier qui est un levier fiscal, où on a travaillé sur la stabilité, la lisibilité du régime fiscal, parce que sans régime fiscal, finalement lisible, stable et attractif, eh bien, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'investissement en France, de structuration de business model en France. Et donc on le voit bien, c'était un des premiers freins. D'ailleurs, à chaque fois, la plupart de mes interlocuteurs m'ont pas posé la question du taux. Très souvent, quand vous parlez à des particuliers qui ont fait une belle plus-value sur des bitcoins, ils sont très intéressés par le taux et ils vous disent, bon, quand même, en France, d'ailleurs maintenant c'est 30%, c'est toujours trop élevé. Et principalement, les acteurs économiques m'ont pas parlé du taux, ils m'ont parlé surtout de la stabilité. Et ils veulent savoir, dans 5 ans, à quelle sauce ils vont être mangés. Ils veulent pas avoir un business model qui est viable un an, puis parce que le législateur a changé d'humeur au cours du mois d'octobre de l'année suivante, eh bien, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Et donc, il fallait qu'on ait un régime fiscal qui soit lisible, compréhensible, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je pense que sur ce volet-là, il n'y a pas de sujet. On est plutôt compétitif, avec bien entendu une taxation qui est bien supérieure à certains autres États. Quand je suis allé en Chine, notamment à Hong Kong, c'est sûr que c'est imbattable. Quand vous leur dites 15%, ils vous disent que c'est de la spoliation de propriété privée. Donc c'est pas le même modèle. On a travaillé sur le volet bancaire. Et donc là, la question bancaire, c'était plutôt comment est-ce qu'on fait pour que les banques ouvrent des comptes bancaires. Et c'est pas un problème strictement français, on le voit à peu près partout à travers le monde. On a un sujet qui est l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire que les banques étrangères peuvent être sanctionnées par les États-Unis à des lourdes sanctions, notamment quand ils considèrent que voilà, les superviseurs américains, la banque n'a pas respecté la compliance et que donc elle se met en risque. Et donc on a eu des difficultés à ce que aujourd'hui en France nos banques bien se saisissent de la chose, ouvrent des comptes et ne ferment pas parfois des comptes de manière discrétionnaire. Et c'était quand même un volet extrêmement important parce que avec Nadia, on en est convaincu. Si aujourd'hui nos acteurs économiques n'arrivent pas à ouvrir de comptes bancaires en France, eh bien ils partent à l'étranger. C'est quasiment la première étape. Ils ouvrent un compte en Europe ou dans un pays notamment d'Europe de l'Est. Parfois Malte, et puis après ils se posent la question finalement de délocaliser leur siège social, leur activité, et donc en fait on perd la possibilité de créer les futures licornes du secteur en France. Et donc il fallait travailler sur ce sujet. Je pense qu'on y est plutôt arrivé. On va voir quelle sera la tendance dans les prochains mois. En tout cas, on n'avait pas de temps à perdre et je suis plutôt optimiste là-dessus. On en reviendra peut-être, mais en tout cas, c'est un volet qui me semble être accompli. En tout cas, on auditera au milieu d'année pour voir si ça a vraiment eu ses vertus. Et puis le troisième, c'est plutôt la réglementation, et donc là c'est le label AMF, c'est comment est-ce qu'on s'assure à la fois de contrôler le marché primaire, donc c'est-à-dire l'émission d'ICO, de tokens via les ICO, et puis le marché secondaire, tout ce qui est à la fois revente de jetons, toutes les plateformes qui permettent bien la liquidité entre les différents tokens, et puis les services associés à l'écosystème. On a parlé beaucoup ICO, les levées de fonds en cryptoactifs qui sont des tokens utilitaires qui permettent d'accéder à des services.
C'est quoi votre regard, qu'est-ce que vous diriez sur les STO, les Security Tokens, ces tokens qui sont, comme on dit en anglais, asset back, autrement dit, qui reposent sur un atout, un asset financier? Ouais, il faut revenir sur ce qu'est les ICO. Les ICO, et donc vous émettez un token, et dans les tokens, en gros, vous avez 3 types de tokens. Le premier qui est plutôt assimilable à une monnaie. En gros, votre token a une valeur unitaire. Le deuxième qui est plutôt un equity, et donc là, c'est la question des STO. Et puis le troisième qui est plutôt un utility. Nous, on a beaucoup travaillé sur les utilities, c'est-à-dire que les tokens qui sont émis, qui en fait vous permettront à terme d'avoir un usage associé, des droits conférés que vous pourrez dépenser contre un usage, contre un service. Le véritable sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets blockchain, en tout cas d'ICO, dont l'utility token a une véritable utilité. Et donc, notre écosystème, il est encore en train de se modifier dans sa structuration, et on a moins de financement via SEO, via les utility tokens. Donc les STO sont pour moi l'avenir, notamment parce qu'en termes de rémunération, c'est beaucoup plus clair. Après, il y a quand même des freins qui sont finalement des freins qui sont freins actuels aujourd'hui sur la réglementation classique des instruments financiers. Il faut donc savoir à la fois adapter en assouplissant un peu les règles. Et je pense que pour ma part, en tout cas, c'est l'avenir. On a parlé des différentes typologies de tokens. Il y en a une dont on parle peu, mais qui fait beaucoup rêver d'une certaine manière, ou alors qui fait peur peut-être, c'est les cryptos nationales. Ben, mon point de vue là-dessus, c'est que très souvent, lorsqu'on parle de Bitcoin, on se dit « Ah tiens, c'est un outil libertarien ». Et en gros, le Bitcoin a été inventé pour contourner les banques centrales, parce que après 2008, on n'avait plus confiance dans le système monétaire international. C'est vrai, c'est notamment dans la tête des créateurs du Bitcoin un des sous-jacents. Mais pour ma part, la technologie n'a pas d'odeur, elle n'a pas de portée politique, hormis celle que vous en faites dans son utilisation. Et si vous considérez que la blockchain, ou en tout cas les cryptoactifs, c'est moins d'État, vous pouvez tout à fait dans son application dire en fait non, c'est plus d'État. Et quand je dis plus d'État, c'est plus de souveraineté nationale, ou tout du moins de souveraineté étatique. Les cryptoactifs permettent notamment via les smart contracts de simplifier les relations contractuelles entre les gens, entre une personne publique et une personne privée, entre deux personnes privées, entre deux personnes publiques. Ça permet par exemple de collecter l'impôt directement lorsque vous faites une transaction. Imaginons par exemple que vous payez un bien en TVA, il y a un smart contract qui fait que 20% de la somme payée revient directement à une autre adresse qui est en fait l'État. Dans la perception de l'impôt, vous pouvez simplifier considérablement finalement la collecte de l'impôt. Et donc à terme, je pense que le token d'État, un euro tokenisé, ça sera l'avenir, parce que je vois pas d'autres possibilités pour l'État de ne pas se saisir. D'ailleurs, si on veut que comment dirais-je, nos nations ne se laissent pas déborder, et j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus sur les coins qui sont des coins privés, et qu'elles permettent de trouver des meilleurs ponts entre le monde des cryptoactifs et le monde fiduciaire classique des fiat étatiques. Eh bien, il faut absolument créer ces euros qui seraient sur une blockchain et qui auraient les mêmes qualités que des cryptoactifs aujourd'hui comme l'Ethereum ou le Bitcoin. D'autant plus vrai à l'heure où la Chine s'est saisie du sujet. Et à partir du moment où on parle des cryptos nationales, il y a forcément dans la même lignée la question des cryptos GAFA. On parle beaucoup du Facebook Coin en ce moment. Un avis dessus ? C'est comme tout. Moi, je suis pas. On peut pas dire c'est bien ou c'est mal. Je veux dire, c'est un service qui est proposé par une multinationale. Qui a ses propres intérêts, qui ne sont pas à la fois toujours les intérêts de ses consommateurs, qui ne sont pas les intérêts finalement des nations en général. Voilà. Donc il faut savoir faire avec. Mais si les nations ne voient que la capacité de réguler par la prohibition, dans ce cas-là, ils n'ont rien compris. C'est comme tous les marchés régulés qui sont finalement disruptés et qui considèrent que pour éviter d'avoir leur business model complètement cassé par de nouveaux entrants, surenchérissent dans les différentes barrières qu'ils pourraient mettre. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les banques commerciales sur le sujet, qui auraient peur d'être disruptées finalement par des nouvelles technologies de désintermédiation.
bien, je pense qu'on va droit dans le mur. On l'a vu sur tous les majors du disque, avec le piratage et finalement maintenant ce qui est le streaming. Ceux qui ont réussi aujourd'hui les conversions, qui ont réussi à anticiper les modifications d'usage, de consommation, sont ceux qui en fait ont investi dans ces nouveaux usages. Et donc il faut que l'État fasse la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le royaume de l'Internet, qui est finalement qui fait la part belle à l'extraterritorialité, on voit bien les ICO, vous pouvez investir dans un projet à l'autre bout du monde et souvent l'investissement des tokens qui sont, enfin en tout cas de l'argent qui sont levés via les tokens ne proviennent pas que d'un seul endroit, ils proviennent d'une multitude d'adresses qui sont situées dans tout le monde. Il faut bien considérer que les États seuls ne pourront pas réguler l'utilisation de cryptoactifs et finalement les usages de la blockchain. Donc il faut qu'il y ait des normes qui soient des normes mondiales, où on atterrisse sur des normes mondiales, à minima, en tout cas des normes qui soient à l'échelle de l'Europe ou des grands continents. Et puis il faut savoir anticiper aussi les nouveaux modes de consommation. Et pour ce faire, il faut donc considérer ce que font des multinationales, notamment comme Facebook ou d'autres. Dans un sens, peut-être que les États, certains pourraient avoir peur en effet, mais on a vu en l'occurrence que le contraire aussi était possible, puisque lorsque Facebook, le 21 décembre, a annoncé cette idée de Facebook Coin, 15 jours plus tard, c'est l'Inde qui a abandonné le sien de projet de crypto national. Est-ce que le jour où Facebook lance son Facebook Coin en France, la France abandonne son crypto-euro, voire son euro? Non, il ne faudra pas. Non, bien entendu, non. Il faudra rester ferme et puis il faudra surtout développer une offre concurrente. C'est comme tout. Vous savez, moi je ne crois pas au service public pour service public. Je pense que le service public, il doit être là pour rendre un service qui n'est pas fait par le secteur privé. Bon, quand le secteur privé fait quelque chose de mieux que le service public, il faut l'admettre et il faut le laisser au secteur privé. Mais il faut toujours que le secteur public soit là pour compenser. Et je ne me vois pas laisser la souveraineté monétaire, qui est finalement une partie quand même extrêmement importante de la souveraineté étatique, à des multinationales telles que Facebook. Au-delà des cryptoactifs, quel est votre regard sur ce qu'on appelle les DAO, les organisations décentralisées? Est-ce que les modèles décentralisés sont vraiment viables, souhaitables? En l'occurrence, il va falloir attendre que la technologie elle soit plus mature, je pense. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de friction dans tous les systèmes blockchain, parce que les systèmes ne sont finalement pas matures en termes à la fois de protocole, et donc j'entends tout le processus de contrôle. Vous savez, on parle souvent du Bitcoin en disant c'est extrêmement énergivore. Ok, le Bitcoin c'est en effet très énergivore, mais pourquoi? Parce qu'en fait la proof of work, le protocole de vérification demande de la puissance de calcul extrêmement forte, et plus en plus le temps passe, plus cette puissance nécessaire pour résoudre l'algorithme qui vérifie les transactions est extrêmement énergivore. Mais il suffirait finalement que la technologie évolue pour que ça ne le soit beaucoup moins. Et donc, à terme, on va arriver à des technologies qui seront beaucoup plus matures. C'était comme ça avant la construction d'Internet. Il y avait des protocoles qui existaient et qui n'étaient pas totalement opérants. Il y a des protocoles maintenant qui sont implantés. Eh bien, ce sera la même chose dans la blockchain. Donc, on verra à terme ce que ça donne. Mais tous nos systèmes d'information seront, à mon avis, complètement disruptés par la technologie blockchain. Puisqu'on a beaucoup d'étudiants dans la salle, qu'est-ce que vous recommanderiez à des étudiants qui sont intéressés par les sujets blockchain et cryptoactifs? Outre de rejoindre Financia. Voilà, c'est ça. Outre de faire la formation, parce que je pense que c'est une formation d'avenir. Il n'y a pas beaucoup. Tu le disais à très juste titre dans mon rapport. On a beaucoup insisté avec mon équipe sur la question finalement de la formation. Ça me paraît juste indispensable parce que la formation, ça va être le moyen aussi d'avoir un pays qui soit compétitif, qui crée les cerveaux de demain sur ce secteur de pointe, qui aujourd'hui est peu connu ou qui est méconnu ou qui est mal compris en tout cas par nos concitoyens. C'était aussi l'objet de mon rapport, que de travailler sur ça pour généraliser, peut-être vulgariser aussi le propos. Et donc il va falloir que nous développions en France, et pas simplement dans ton école, mais dans des universités, dans des grandes écoles, des cursus diplômants sur le sujet, parce que notre souveraineté économique, notre capacité aussi à rayonner à l'étranger, à être dans la concurrence internationale en pointe sur ce sujet, passe
par nos nouvelles générations qui seront formées aux technologies de demain, des technologies de rupture. On discutait tout à l'heure, tu te qualifiais comme pionnier. Je pense que la tristesse aujourd'hui de l'écosystème, mais c'est normal parce que c'est le début, c'est qu'elle n'est constituée quasiment que d'autodidactes qui ont travaillé le sujet, qui ont approfondi, qui ont suivi la transformation technologique, qui sont au courant. Là, la chance aujourd'hui, c'est que quand vous êtes étudiant et que vous voulez vous spécialiser, il commence à y avoir des offres de formation sur le sujet. Donc, mon propos, c'est plutôt foncer. Et c'est peut-être ça la solution, avant de passer la parole aux étudiants et de te la passer également, c'est pour les entreprises, pour les étudiants, franchir le pas d'une certaine manière. Nous, côté Avast Blockchain, on a été probablement le seul premier groupe à accepter de se faire payer en cryptoactifs. Et demain, à aider aussi, catalyser la formation, etc. Oui, je venais un petit peu compléter sur le point de la formation. On était assez pionniers sur ce point-là et c'est vrai qu'il faut inciter un petit peu l'ensemble de l'écosystème des écoles aussi à y aller. Et donc nous, notre école est ouverte et entre autres, on a déjà beaucoup de discussions avec des écoles qui sont lancées, qui ont fait des programmes. Bon, on essaie toujours d'aller un peu plus vite parce qu'on est une école jeune, on est une école agile, donc on n'a pas des fois un peu des structures de lenteur. On a commencé les programmes en 2016, donc c'était assez novateur. Je vais dire un petit point sur la formation, où c'est une formation qui est intéressante parce que il faut être très complet. Voilà, souvent on parle un peu de geek, parce qu'il y a aussi de l'informatique, mais loin de là, puisqu'en fait la blockchain est en train d'impacter tous les services au niveau bancaire. Ça peut commencer depuis souvent le back-office, puisque c'est là où la blockchain s'adapte le mieux, en fait, puisqu'on peut transmettre des documents, des pièces et les rendre immutables. Donc ça va vous affecter, tous ceux qui travaillent dans la finance. Après, on a souvent parlé, sur toute la partie compliance, la compliance légale, elle est vraiment très importante. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, c'est une formation où il y a de la technicité, il y a de l'informatique, mais il y a aussi beaucoup de droit. Et toute une partie juridique importante. Voilà. Et naturellement, on a parlé un petit moment ce soir, à chaque fois, d'ICO, d'STO. Donc, ça nous rappelle un peu les IPO, en tout cas des levées de fonds, des investissements. On parle de rentabilité, on parle de gestion, on peut parler de trading. Donc, tout ça, c'est vraiment des métiers de la finance. Donc, comme on voit, il y a ces trois volets, techniques, juridiques, financiers. Il y a peu de métiers qui comportent un champ aussi large. D'autant plus sur des métiers qui sont nouveaux, qui sont à créer, qui vont très vite. Et c'est ce qui nous a amené à créer ce programme, puisque, en fait, dans chaque programme traditionnel, on a commencé à mettre des cours de blockchain, alors naturellement en compliance plutôt des cours de droit, en finance plutôt des cours d'analyse graphique, d'investissement, comment comprendre qu'est-ce que c'est une crypto et autres. Et au fur et à mesure, sur chaque pôle, on a grandi, puis on s'est dit, je pense que c'est le moment de faire une formation complète, vraiment totale. Et naturellement, quand j'ai eu ton rapport, j'étais vraiment satisfait, puisque tu abordais effectivement cette problématique. Donc c'est une réflexion qu'on a eue. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles nous interrogent, nous demandent, se posent des questions. Et en tout cas, où on peut être rassuré, c'est que beaucoup de programmes, pas seulement chez Financia ou ailleurs, vont être complétés par des cours de blockchain. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient indispensable. Puisque il y a 20-30 ans, c'était facile. On allait à l'école, on avait des bonnes notes, on avait premier rang, on rentrait dans une banque. Et puis 30 ans après, on avait évolué. Bon, on s'ennuyait un peu, mais il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de fusion, il y a autre. Bon. Aujourd'hui, vous sortez de l'école, 2-3 ans après, on parlait du temps législatif qui était long. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand on sort de l'école, 2 ans après, les cours, ils sont déjà dépassés. Il faut les revoir. Donc, c'est à vous, entre autres les jeunes, à savoir apprendre tout seul et évoluer. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit tous ceux qui sont en blockchain sont des autodidactes. Mais en quelque sorte, vous devrez rester autodidacte même avec une formation en pointe et au niveau. Puisque il nous arrive souvent de devoir modifier les cours durant l'année. C'est-à-dire qu'on fait un programme et le temps que vous allez le recevoir, en fait, le programme est déjà un petit peu dépassé. Et donc, on est obligé de s'ajuster. Et il n'y a que les écoles excessivement agiles, en fait, qui vont réussir, en tout cas dans cette matière, parce que les cycles sont extrêmement courts. Et donc, on a besoin d'étudiants agiles aussi, qui sont vivaces, entre autres, qui sont
excessivement curieux. Je peux te poser une question indiscrète. Tu as quel âge? Je viens de passer la barre des 30 ans. Bah, voilà, donc je pense aussi que c'est pas pour rien, entre guillemets, si je peux me permettre, des députés crypto, un petit peu, entre guillemets, quand on appelle ça, d'avoir aussi un député jeune, en fait, où je pense où tu as bien compris le fait que le temps législatif était un peu long sur ce genre de domaine, et on est plus habitué, je dirais, aux députés traditionnels, où on va dans une réflexion de ça a beaucoup fond. changé. Je suis pas le seul. Non, parce que il faudrait quand même que je rende hommage à mes autres collègues. On a des députés crypto, parce que c'est marrant, c'est tous ceux qui sont pas des députés crypto nous surnomment députés crypto, et quand ils nous voient arriver en commission, ils disent c'est encore les députés crypto avec leur liste d'amendements. Il y en a quelques-uns, on en a 6, et d'ailleurs qui sont à peu près dans tous les groupes majorité et opposition. Et ils sont pas tous aussi jeunes que moi, sans vouloir voilà, être discourtois pour notamment certains ou certaines de mes collègues, mais il y a des de mes collègues, notamment Laure ou Delaraudière, Éric Botorel, Jean-Michel Mis, qui ont globalement fait leur vie dans le secteur à la fois IT, mais pas que, qui sont épris du sujet et qui aujourd'hui travaillent et sont à la pointe sur ce volet-là. Et donc, je pense qu'il y a même une prise de conscience globale. Et moi, quand j'avais moi, une vingtaine d'années et que j'entendais les députés parler d'Internet, il y a eu tout un débat, notamment sur l'Internet 2.0. Et je ne citerai pas les députés à l'époque qui s'exprimaient sur le sujet, mais les débats étaient lunaires. Il y avait une totale mécompréhension de ce que c'était, à la fois d'un point de vue technologique. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont rentrées pleinement au sein de l'Assemblée. Donc on a de plus en plus de collègues qui sont acculturés, aussi parce que la tranche d'âge a un petit peu baissé, la moyenne d'âge a un peu baissé, mais aussi parce que je pense qu'il y a eu un changement culturel en 15 ans, quoi. Entre les années 2000 et maintenant, il y a eu un véritable bouleversement. Je pense aussi parce que c'est dû aux usages. Tout le monde a un smartphone, tout le monde finalement utilise sur Internet. Beaucoup de gens consomment sur Internet. Très certainement que dans 15 ans, on ne se posera plus la question de ce qu'est la blockchain, même si c'est une technologie qui est quand même aujourd'hui très abstraite, mais ça sera peut-être rentré dans les mœurs et les usages. Il faut le temps finalement de l'assimilation. Mais j'ai pas de doute que l'Assemblée nationale sera jamais dans la caricature sur ce sujet, parce qu'elle est quand même plutôt à la pointe. Voilà. Et d'ailleurs, nos étudiants sont peut-être un peu jeunes, mais moi je me rappelle très bien de ce rapport Internet, qui était aux alentours des années 2000. On ne le citera pas, oui. Et on ne citera naturellement pas le député, puisque maintenant c'est un peu facile, il y a aussi 20 ans de recul. Mais je me rappelle de quelques phrases qui indiquaient qu'effectivement, de toute façon, l'Internet, ça ne fonctinnera jamais, personne n'irait jamais faire ça. Il fallait investir sur Minitel à l'époque. Voilà, sur Internet, et que la sécurité d'Internet, c'était compliqué. Donc, il valait mieux que la France, on s'écarte un petit peu de ces investissements qui n'avaient pas de sens, quoi. Bon, et je vous invite d'ailleurs à aller chercher le rapport, parce que c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite, c'est un collector. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on arrêtait un peu le virage Internet, ratons pas le virage entre autres blockchain, mais si on compare les deux rapports, effectivement, il y a une vision qui est vraiment, différente. Avant juste de passer le point, je voulais dire un petit secret. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de filles, mais sache qu'avant que tu viennes, je crois que tu es pour quelque chose. Elles m'ont dit, elles sont contentes, donc soyez pas timides, vous pouvez poser le numéro de question, mais j'ai promis qu'ils ne donneraient pas ce numéro de téléphone, d'accord? Donc c'est pas la peine de lui demander. Voilà. Bon, en tout cas, merci, et passons aux questions en tout cas. Oui, on m'avait pas dit que c'était enregistré. Bonjour monsieur le député. Ma première question sera la suivante. On peut comparer en effet peut-être la technologie blockchain à Internet en nous rappelant qu'à l'époque, beaucoup d'oiseaux de malheur voyaient Internet comme un système qui n'allait jamais prendre l'importance qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la comparaison, où est-ce qu'elle s'arrête? Pourquoi est-ce que la blockchain ne serait pas, après tout, aussi une grande mode? Les systèmes de stockage partagé, ça fait longtemps que les entreprises utilisent ça pour stocker à différents endroits leurs données sans tout perdre quand il y a un incendie ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une grande mode? Alors, on entend un peu moins la voix des économistes et des spécialistes qui annoncent la technologie blockchain comme surcotée. Mais voilà, le parallèle avec Internet, où est-ce qu'il s'arrête? Et pourquoi ce serait pas comme toutes les autres, juste une sorte d'hystérie suite à un grand phénomène d'enrichissement de quelques-uns? Pourquoi c'est pas une mode? Alors, mais c'est très bien que vous posiez la question sur la question de l'hystérie. Pourquoi? Parce que
En fait, ce qui s'est passé, vous avez le Bitcoin qui est apparu, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 2009, c'est ça? La création du Bitcoin? Le white paper, c'est 2009. Et le premier bloc, c'est 2009. Bon, c'est 2009. Ensuite, vous avez une phase où il n'y a pas beaucoup d'investissement, le projet n'est pas connu. Ensuite, vous avez d'autres cryptoactifs qui arrivent. Le Bitcoin prend beaucoup de valeur. Il explose en fin 2017. Il atteint les 20 000 $. La capitalisation globale, la valorisation globale de tout l'écosystème des cryptoactifs atteint quasiment les 800 milliards. Grosso modo, c'est la valorisation, je crois, d'Apple. Donc c'est une grosse société, mais c'est pas non plus énorme en termes de valorisation. Et ensuite, vous avez un phénomène de correction, même si vous en avez déjà eu au cours des années précédentes, mais assez drastique, où on perd quasiment 70% de la valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut savoir l'expliquer. Il y a en effet un phénomène de mode, il y a en effet de la spéculation, et s'il y a cette phase de correction, c'est que aujourd'hui, la valorisation de l'écosystème était bien au-delà, finalement, des applications, de l'applicatif, de l'usage. Et donc, il n'y avait pas de corrélation entre finalement ce que ça représentait en termes d'usage et finalement de réalité en termes de valeur et de la valeur d'investissement. Donc, il y a eu un phénomène d'emballement, mais qui est logique. Et ce phénomène d'emballement, on le retrouve aussi avec la bulle Internet. Donc, je ne veux pas comparer les deux, mais globalement, il y a des phase comme ça de surfinanciarisation où tout le monde investit parce qu'il considère que voilà, il y a de l'argent à faire, mais sans pour autant que finalement le système à la fois soit mature, que la technologie soit mature. Bon, là, on est revenu à des niveaux qui sont plutôt sains. Le Bitcoin est stabilisé. Enfin, quand je dis Bitcoin, c'est parce que c'est l'étalon un peu hors des cryptoactifs. On est aux alentours de 3 000 $. On verra ce que ça donne. Enfin, ça remonte à 4 000 là, mais globalement, tout cet écosystème, c'est un peu insignifiant. Je dis ça parce que je pense que ça permet quand même de financer de manière drastique la recherche et le développement. Tout cet argent, même s'il y en a beaucoup qui est ressorti, l'argent qui a été injecté, elle permet de créer à la fois des boîtes où les gens ont fait fonctionner la recherche et ont travaillé sur des nouveaux protocoles. Donc tout ça va permettre à ce que l'écosystème, la technologie devienne de plus en plus mature. Donc ça, c'est un intérêt. Ensuite, est-ce que ça révolutionnera le monde comme Internet? Je ne sais pas. En tout cas, le potentiel, il est énorme. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lève tous les freins que l'on rencontre, à la fois en termes, par exemple, de friction, de transactions par seconde, parce que le protocole est très énergivore, que c'est complexe de vérifier, donc en termes de sécurité, il y a pas mal de choses encore à améliorer. Oui, je pense que le potentiel est juste énorme. Typiquement, aujourd'hui, votre financement d'Internet, vous le financez par la publicité. Donc en gros, n'importe quel site Internet, son business model principalement, c'est la publicité. Si vous considérez que derrière chaque site Internet et chaque connexion, la personne peut miner et donc vérifier des transactions, vous avez un nouveau business model de l'Internet qui s'instaure. Et donc vous avez une nouvelle façon de rémunérer sur Internet. Mais c'est juste un usage parmi les autres. Donc vous aurez la possibilité, par cette technologie, d'ouvrir un champ énorme de business qui ira challenger finalement la façon dont aujourd'hui on produit et on sécurise de la valeur. Ensuite, peut-être un point un peu plus macro, parce que ça c'est mon interprétation personnelle. Les sociétés, notamment dans l'histoire, ont toujours concentré le pouvoir, mais c'est comme dans la démocratie, dans les mains de certains acteurs, parce que c'est des acteurs de confiance. Ils permettaient entre un point A et un point B, parce qu'entre les deux, vous aviez un acteur qui en fait était détenteur d'une crédibilité, d'une confiance. Il garantissait soit de la confiance, soit de l'argent, etc. Mais il permettait de faire la transaction, de garantir une transaction entre A et B. Là, aujourd'hui, la promesse de la blockchain, c'est de supprimer l'intermédiation. Enfin, il n'y a plus d'intermédiaire entre les deux. Et donc, la confiance s'instaure entre un A et un B, sans pour autant que le A et le B se connaissent. Et donc, moi, j'ai confiance en vous, parce qu'il y a derrière le protocole. Donc, il y a une véritable révolution sur la façon d'échanger de l'information, de la valeur, de la stocker aussi. Et cette promesse-là, si elle arrive
à être réalisé par le biais technologique, et donc de lever tous les freins technologiques avec une technologie qui est mature, oui, je pense qu'il n'y a pas de doute à ce que la blockchain, finalement, révolutionne beaucoup, beaucoup de choses. Bonsoir, merci pour cette conférence. C'est une question un petit peu naïve, mais en réalité, je ne connais absolument rien à la blockchain. Peut-être qu'il y a des étudiants ici qui sont étudiants en blockchain. En tout cas, pour les béotiens comme moi, j'aimerais que vous résumiez en quelques mots ce qu'est la question blockchain. la plus vache. C'est un peu comme la physique quantique, tout le monde en parle et personne ne sait ce que c'est. Donc, si vous pouviez m'expliquer ça comme si j'étais un enfant de 4 ans ou un labrador, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous dire une anecdote. C'est pas dit que j'arrive à répondre à votre question avec perfection, hein. Mais l'anecdote va vous prouver que même lorsqu'on a échangé sur le sujet, et donc la personne concernée c'est Eric Woerth, donc c'est l'ancien ministre du budget qui est maintenant président de la commission des finances. On a travaillé sur ce rapport ensemble, on n'était pas d'accord sur toutes les conclusions. Je pense qu'il avait une vision un peu plus conservatrice que moi sur certains sujets. Donc j'étais plutôt crypto-optimiste là où il était parfois un peu plus réservé. Mais quand on a échangé sur le rapport, il s'est posé la question finalement du préambule et puis après de la définition de ce que c'était la blockchain. Et on a pour nous aider à la fois nos équipes parlementaires, mais on a aussi ce qu'on appelle des administrateurs, c'est des hauts fonctionnaires qui nous aident, d'ailleurs qui n'étaient pas du tout acculturés à la chose. Les miens étaient d'ailleurs plutôt issus de banques centrales, donc ils n'étaient pas du tout favorables à la chose. Et quand il a fallu rédiger ce préambule, puis la grande introduction avec la définition, eh bien, on a repris ce qu'était la blockchain, c'était un registre distribué, etc. Machin. Et Eric Woerth regardez, m'a dit, enfin bon, là, on pipe rien, quoi. Enfin, on comprend pas ce que ça veut dire. Le but du rapport, c'est d'en faire quelque chose de lisible pour tout le monde. Mais je lui dis, Eric, malheureusement, c'est la définition commune, mais deux, on a cherché, puis on sait pas simplifier le propos. Et donc, ça pour vous dire que la définition de la blockchain, à moins de vous en donner des exemples, quand vous lisez, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais quand vous lisez la définition Wikipédia qui doit tenir en 5 lignes, bon bah, quand vous avez finalement rien compris quand vous avez lu les 5 lignes. Oui, mais voilà, donc vous avez rien compris, mais moi non plus, initialement, j'avais rien compris. Ce qu'il faut, non, mais je pense que quand vous parlez de blockchain, ce qu'il faut essayer de parler, c'est finalement les caractéristiques de la technologie. C'est quoi? C'est un registre qui est distribué, c'est-à-dire qui est partagé entre tous les nœuds. Alors les nœuds sont en fait les intervenants d'un réseau. Que ce registre donc est public. Tout le monde là, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un registre comptable et que chacun avait le même registre comptable. Donc tout le monde peut y accéder et toutes les transactions sont listées. Que finalement, lorsque vous échangez entre deux intervenants, donc deux nœuds de l'information, eh bien cette information vient se sédimenter dans ce registre comptable, donc accessible par les autres, et que au sein même de cet échange, il y a un protocole qui vérifie et qui donc instaure la confiance entre le point A et le point B. Et donc qui vérifie par une équation souvent mathématique que la transaction peut s'effectuer. Tout simplement, quand vous avez une banque, c'est comme si la banque A vérifiait que que vous aviez l'argent et que l'argent que vous envoyez, B reçoit bien cet argent. Ben voilà. Donc en gros, la résolution de cet échange est prouvée d'un point de vue mathématique. Et tout ça s'incrémente en fait dans ce qu'on appelle des blocs qui sont ensuite scellés, et ces blocs sont la somme des différentes transactions. Donc en gros, c'est de l'information stockée qui est accessible à tous et pour laquelle finalement les transactions sont vérifiées d'un point de vue mathématique. Non, le protocole, c'est souvent ce qui va vérifier en fait que la transaction peut s'inscrire dans le bloc. Dans le bloc, vous avez en fait une liste de transactions, un ensemble de transactions. Nadia, je sens que tu veux compléter. Je bouillonne. On va compléter à deux. Bonjour. Non, mais c'est effectivement pas simple d'expliquer les choses, surtout quand on les comprend, en fait, parce qu'on ne sait pas les vulgariser. C'est un vrai sujet. En fait, une blockchain, enfin un protocole blockchain, c'est déjà un protocole technique qui permet de faire des transactions ou des échanges de pair à pair. Là, je vais vous perdre. À partir d'un système de valeur d'échange qui peut être un jeton, un token, une crypto-monnaie. Je vous donne un exemple. Qui sont
inscrite dans un registre qui est comme un grand livre comptable, qui va être partagé sur l'ensemble du réseau et visible par tous. Et quelque part, quand on parle de blocs, et en plus on parle de blocs, on parle en fait de Bitcoin souvent, ces transactions, quand vous faites une transaction, votre transaction, elle est mêlée à d'autres transactions. En fait, elles ne sont pas validées unitairement, elles sont validées par bloc. Ah bah si, quand même. Et pour valider ce bloc, c'est un petit peu comme si vous demandiez à des machines et non pas à des humains de vérifier une fonction. Donc c'est comme si ici on donnait un sudoku à tout le monde, le même. On demande à chacun de faire le sudoku. Le premier qui a trouvé, il lève la main. Je simplifie un max pour ceux qui connaissent bien. Vous levez la main, et là, ce que font les autres, c'est vérifier le résultat du sudoku, ce qui est vachement plus simple que de le trouver. Et là, on vous rémunère parce que vous avez fait votre travail. Et là, on va appeler ça la proof of work, la preuve de travail. Voilà. Et tu as envie de... Tu brûles, toi. Et du coup, les transactions sont réputées, en fait, certifiées par un calcul cryptographique. Elles rentrent dans le registre ensuite et elles sont immuables, on ne peut pas les sortir normalement, et elles sont inscrites pour toujours. Et si vous faites un peu de compta, on ne peut pas faire de DLE, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Et si je peux avoir une présentation d'une autre manière, ou potentiellement, enfin on va voir si vous allez comprendre, avec une approche très différente. Non, la blockchain, c'est la réunion de technologies, de plusieurs technologies qui existent depuis des dizaines d'années, en fait. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle les architectures distribuées. C'est-à-dire, de manière générale, aujourd'hui, quand... l'idée, c'est, imaginez, vous avez des transactions bancaires, par exemple, vous gardez ça dans un livre de compte. De manière générale, tout est centralisé quelque part. C'est ce que techniquement on appelle une base de données centralisée. C'est-à-dire qu'il y a un administrateur dessus, il peut changer le contenu. Le principe de l'architecture distribuée, c'est dire je prends ce livre de compte, mais je ne fais pas confiance à celui qui l'a, pas nécessairement, je veux en avoir ma copie. Donc déjà, architecture distribuée, j'en ai de ma copie. Comme ça, si trafique une ligne, les autres le verront. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai des bitcoins, par exemple, je veux transférer à quelqu'un, ou j'ai un porte-monnaie qu'on appelle un wallet, un porte-monnaie avec ces bitcoins, porte-monnaie électronique, pour éviter que quelqu'un d'autre puisse en transférer à ma place à quelqu'un d'autre, ça utilise une deuxième technologie qu'on appelle la cryptographie. Donc j'ai ma clé privée de chiffrement qui m'identifie de manière strictement unique. Personne d'autre ne peut utiliser mes bitcoins, ne peut vider mon compte. Voilà, ça c'est une chose importante. Troisième chose que ça utilise, ce sont les protocoles pair à pair. Les protocoles pair à pair, c'est ceux qui font du téléchargement illégal. Voilà, connaissent. Ok, ça marche. Le principe fondamental, c'est quoi? C'est si jamais je dois virer de l'argent à un tel, plutôt que je contacte ma banque qui va s'occuper de la transaction, qui va contacter une autre banque, etc., eh bien, en fait, je me connecte directement au porte-monnaie de l'interlocuteur auprès de qui je dois faire le virement. Et quatrième technologie, et c'est là où il y a beaucoup de choses très très différentes les unes des autres, c'est les consensus, dont on a parlé avec le proof of work, etc. C'est un point fondamental, c'est on remplace le fonctionnement d'un tiers de confiance, qui est par exemple si je dois virer de l'argent, le tiers de confiance c'est la banque. Son rôle en tant que tiers de confiance, il est réel. Et on le paye ce service. C'est-à-dire elle est là pour prouver qu'au moment où je vais virer de l'argent vers un tel, j'ai suffisamment d'argent sur mon compte, que mon compte existe, que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte, et après, le virement est fait vers un autre compte, et bien entendu, elle garantit que c'est parti vers le bon compte, histoire que ce ne soit pas parti... voilà. Et c'est très important. Voilà. Donc, et en fait, le consensus, c'est l'utilisation d'algorithmes informatiques qui sont divers et autres, dont certains utilisent beaucoup d'énergie comme Bitcoin, mais il y a tout un tas de manières de faire la chose, et dont certaines qui consomment quasiment rien du tout.
des manières de remplacer ça. Et au final, du coup, on peut s'affranchir d'une banque pour effectuer un transfert d'argent. Voilà. En guise de conclusion, je vais vous résumer tout ça par une image. Je pourrais être juste tout seul avec Pierre Persson en train de lui dire merci beaucoup pour ce soir, c'était génial. Et puis en fait, comme on était seulement 2 dans la pièce, je partirais et ensuite je dirais qu'on n'a rien compris. Il y a une deuxième manière de faire, c'est que je pourrais dire à Pierre Persson, ça a été formidable ce soir, tout le monde aura très bien compris. Et comme il y a Alfonso avec moi sur scène, on a un tiers de confiance qui, si je sors et que je commence à dire que j'ai rien compris ce soir, il sera témoin, d'une certaine manière, c'est notre GAFA, il sera témoin que, en fait, c'était bien. Et puis il y a une troisième manière de faire, c'est d'avoir beaucoup de nœuds. Il n'y a plus un seul tiers de confiance, il y a vous tous. Et puis c'est filmé. Et puis vous m'écoutez, puis vous allez répéter, puis c'est live tweeté. Et comme il y a des milliers de nœuds, des millions de nœuds, eh bien on crée la confiance d'une manière distribuée, décentralisée, et donc sécurisée. Et tout le monde sait qu'on a passé une très bonne soirée en votre compagnie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je me disais, la République En Marche, vous êtes vraiment fort parce que dès que vous arrivez quelque part, vous arrivez à faire le débat. C'est quand même fantastique. Hein, même le public répond, vous aide à répondre. En tout cas, bravo pour ça. Merci beaucoup.